Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la statue en lévitation. Partons maintenant vers l'Alexandrie du 1er siècle de notre ère où vivait un brillant inventeur nommé Héron. Héron était le Léonard de Vinci de son époque, créant des inventions incroyables qui semblaient magiques aux gens autour de lui. Certaines de ses inventions incluaient une version primitive d'un distributeur de boissons et des portes automatiques. Mais peut-être que sa création la plus troublante, selon la légende, était une statue en lévitation. Mais avant de parler de la statue, qui était exactement Héron? Héron d'Alexandrie était un mathématicien et un ingénieur grec qui a prospéré vers l'an 62 de notre ère. Il enseignait au célèbre musée d'Alexandrie qui comprenait la légendaire bibliothèque d'Alexandrie et écrivait abondamment sur les mathématiques, la physique et la mécanique. Et parmi ses écrits, on retrouve les premières traces dans l'histoire de la cybernétique et l'étude des systèmes de contrôle et de communication. Et ce qui rendait Héron si spécial, c'était sa capacité à créer des machines qui semblaient fonctionner comme par magie pour son époque. Héron se servait d'éléments très simples dans ses inventions comme la vapeur, l'air, la pression de l'eau, les cordes, les leviers et les poulies. Et ces inventions ont même profité aux plus grandes puissances de l'époque, notamment la puissante armée romaine et l'influente église orthodoxe grecque. Mais comment juste a-t-il aidé l'armée? Eh bien pour les Romains, Héron a conçu des machines de guerre. L'une de ses créations était tout simplement l'une des toutes premières versions de la mitrailleuse, donnant aux Romains un avantage significatif dans les batailles. Quant à l'église orthodoxe grecque, elle s'est tournée vers Héron pour raviver la foi des gens. Il aurait créé des merveilles comme la statue pleureuse et les portes automatiques du temple d'Athéna. Mais son invention la plus célèbre était la statue en lévitation d'Hélios, le dieu grec du soleil. Selon les légendes historiques, c'était littéralement une statue qui semblait flotter dans les airs. Il était situé dans le complexe du temple du Sérapéum à Alexandrie, qui a été détruit par les soldats romains et n'a jamais été reconstruit. Mais comment juste a-t-il réussi à faire léviter une statue? Le mystère demeure, mais certains pensent qu'elle était suspendue magnétiquement. Ceux qui le croient disent que la statue était faite de fer solide et qu'elle flottait grâce à un aimant fixé au plafond. Bon, vous vous doutez qu'un tel exploit était presque impossible pour l'époque. Et d'ailleurs, l'histoire relève plus de la légende que du récit historique avéré. Mais Héron aurait également conçu des mécanismes pour le théâtre grec, y compris un spectacle de marionnettes entièrement mécanisé qui durait près de 10 minutes. Il a même créé l'éolipile ou moteur de Héron qui était le premier moteur à vapeur jamais inventé. Cet appareil utilisait la vapeur pour créer un mouvement rotatif, un concept bien en avant sur son temps. Et bien que ce n'était qu'un jouet ou une sorte d'attraction scientifique à l'époque de Héron, imaginez si cela avait été pris au sérieux. Nous aurions peut-être vu des navires et des trains à vapeur dans les temps anciens. Alors pourquoi les inventions de Héron n'ont-elles pas été utilisées plus largement? Eh bien malgré son génie, de nombreuses créations de Héron étaient trop avancées pour son époque. Les techniques et les matériaux de l'époque n'étaient tout simplement pas assez avancés pour permettre d'en tirer avantage. En réalité, il aura fallu des siècles à l'humanité pour redécouvrir et mettre en œuvre certaines de ses idées. Les temples chantants. Imaginez entrer dans un ancien temple hindou et découvrir que certaines des colonnes de pierre peuvent chanter. Oui, vous avez bien entendu, des colonnes chantantes. Dans les anciens temples hindous, il existe des colonnes taillées dans la pierre qui produisent des sons très mélodieux lorsqu'elles sont doucement tapotées. Ce ne sont pas des sons ordinaires, ils imitent des instruments de musique traditionnelle indiens comme la veena, la flûte ou encore le tabla. Et l'un de ces temples chantants s'appelle le temple de Meenakshi Amman dans le sud du sous-continent indien. Ce temple construit au XVIIe siècle possède une salle connue sous le nom de Mandapam aux 1000 colonnes. Ici, chaque colonne produit une note musicale différente lorsqu'elle est tapotée ou frappée. On dirait un orchestre de pierre qui n'attend qu'à être joué. Et si vous voyagez à Hampi, au Karnataka, il y a un autre temple chantant appelé le temple de Vitala, datant du XVe siècle. Ce site du patrimoine mondial de l'UNESCO est célèbre pour ses colonnes musicales qui produisent des sons ressemblant à divers instruments de musique. Si vous tapez sur l'une des colonnes de pierre, vous entendrez une musique qui vous transportera dans une autre époque. Il existe au moins 2 autres sites en Inde qui possèdent des temples similaires, comme par exemple les temples de Chenakeshava et de Virabhadra. Mais comment ces colonnes produisent-elles de la musique?
Eh bien, tout simplement, le secret réside dans le savoir-faire ancestral des anciens artisans indiens. Chaque colonne est méticuleusement taillée dans un seul bloc de pierre. Le type de pierre, l'emplacement des colonnes et leurs mesures précises jouent tous un rôle dans la création de leur qualité musicale unique. Et lorsqu'on les frappe ou les tapote, la pierre des colonnes résonne et amplifie les ondes sonores, produisant des notes musicales distinctives. Mais pourquoi ces temples chantants ont-ils été créés en premier lieu? Eh bien, selon la légende, ces colonnes étaient conçues pour communiquer avec les dieux. Les vibrations uniques et les harmonies produites pendant les rituels et les cérémonies étaient censées attirer des êtres célestes, renforçant ainsi la connexion spirituelle entre le monde des mortels et le divin. Les artisans qui ont créé ces colonnes étaient considérés comme divinement inspirés, guidés par la géométrie sacrée pour créer ces merveilles mélodieuses. Ce mélange de spiritualité et de science montre la profonde compréhension de l'acoustique, de la résonance et des fréquences harmoniques que possédaient les artisans indiens anciens. Il semble que ces temples chantants soient de véritables reliques remarquables du passé. Et ce n'est pas tout. En ce moment même, des scientifiques sont en train d'utiliser les techniques les plus avancées pour mieux percer les secrets de ces colonnes. La grotte de Fingal. Préparez-vous à être émerveillé par l'incroyable grotte de Fingal sur l'île inhabitée de Staffa. Cette merveille naturelle spectaculaire est à la fois mystérieuse et envoûtante, ce qui en fait d'ailleurs une destination incontournable pour les explorateurs aventureux. Et ce qui rend la grotte de Fingal si unique, ce sont ces colonnes basaltiques hexagonales très frappantes qui ont été formées par une activité volcanique intense il y a environ 60 millions d'années. Et en découvrant cet endroit, on se retrouve entouré de piliers symétriques très inhabituels. La grotte elle-même mesure 20 mètres de haut avec une ouverture de presque 13 mètres. Ces piliers mesurent entre 6 et 12 mètres de hauteur, créant une entrée plutôt dramatique. Et la grotte a été découverte pour la toute première fois en 1772 lorsque Sir Joseph Banks, un explorateur et naturaliste britannique, a découvert la grotte lors de son expédition en Islande. Sa découverte a présenté cette merveille au monde entier. Mais pourquoi est-elle appelée la grotte de Fingal? Eh bien, selon la légende, un géant irlandais nommé Fingal a construit un chemin à travers la mer depuis la chaussée des géants en Irlande jusqu'en Écosse. Il l'aurait fait parce qu'il en avait marre de se mouiller les pieds. Ce chemin comprendrait supposément l'île de Staffa. Mais cette grotte est aussi parfois appelée la grotte de la musique. Mais pourquoi? La grotte a gagné ce surnom en raison des sons étranges et très beaux produits par les vagues résonnant sur les colonnes basaltiques. Et lorsque Sir Walter Scott, le célèbre romancier et poète écossais, a visité la grotte, il a décrit la musique surnaturelle comme quelque chose qui rendait l'endroit semblable à une cathédrale naturellement ornée où l'on touche l'esprit de Dieu. Franchement, j'achète. Rien qu'en en parlant, j'ai très envie d'aller le visiter. Et ce n'est même pas la moitié de l'histoire. La grotte de Fingal n'est pas seulement célèbre pour sa beauté, elle est également entourée d'anomalies magnétiques très mystérieuses. Des niveaux de magnétisme très élevés ont été enregistrés près de la grotte, ajoutant une autre couche à son attrait énigmatique. Il y a même des preuves d'hommes préhistoriques ayant vécu sur l'île il y a près de 8000 ans. Et l'une des parties les plus magiques est l'arrière de la grotte. Cet endroit est connu pour ses propriétés curatives et il y a un creux particulier appelé le creux de la santé. On croit que l'eau qui y coule est magique et peut guérir les blessures des visiteurs. On dit que ses propriétés curatives sont causées par l'énergie naturelle présente dans la grotte. Imaginez un peu, tremper vos pieds fatigués dans l'eau et sentir toutes vos douleurs disparaître. Les anciens Écossais pensaient que c'était le pouvoir des fées qui conférait ces propriétés curatives à la grotte. Ouais, après tout, ce sont des Écossais. Cette grotte n'a pas seulement capturé l'imagination des gens ordinaires, mais elle a aussi inspiré des artistes très célèbres. Le compositeur Felix Mendelssohn a été tellement ému par la beauté de la grotte qu'il a écrit l'ouverture de la grotte de Fingal après sa visite en 1829. La musique est vraiment magnifique et on peut dire qu'il a véritablement capturé l'essence et la majesté de la grotte à travers sa musique. La salle à manger tournante. Dans le palais massif de l'empereur romain Néron, le Domus Aurea ou Palais d'Or, il existe une salle de banquet qui pouvait tourner. Cet exploit très étonnant d'ingénierie était inconnu des chercheurs jusque très récemment, lorsque des vestiges de cette salle à manger rotative ont été redécouverts par des archéologues. Cette salle incroyable était conçue pour impressionner les invités de Néron en tournant jour et nuit, imitant la rotation de la Terre. Oui, les Romains étaient au fait de la rotation de la Terre
et on le sait grâce à Pline l'Ancien, dans son ouvrage Histoire naturelle, qui a mentionné que tout le monde s'accorde sur la forme de la Terre, faisant référence à sa sphéricité. Mais comment cela fonctionnait-il? D'un diamètre de plus de 15 mètres, la plateforme tournante, composée d'un plancher circulaire, pivoté sur le pilier central, était montée sur des galets métalliques, graissés, jouant le rôle de roulement à rouleau. Et on pensait tout d'abord que c'était des serviteurs ou des esclaves qui actionnaient le mécanisme. Mais nous avons désormais des preuves qui suggèrent que tout le mécanisme était probablement alimenté par un flux continu d'eau faisant tourner l'ensemble de la salle. Imaginez combien les invités de Néron devaient être émerveillés. Cette salle extraordinaire servait à divertir les fonctionnaires du gouvernement et les personnes très importantes. Le mode de vie de Néron était axé sur le luxe, l'exhibition de sa richesse et son pouvoir. Et le cœur de la vie sociale pour les élites romaines étaient certainement les banquets combinés à diverses formes de divertissement. Néron, se considérant souvent comme le centre de l'attention, divertissait ses invités avec des poèmes et des chansons. Les archéologues ont trouvé les restes du mécanisme rotatif et des parties de la cuisine attenante lors d'une maintenance de routine sur la colline du Palatin, l'une des 7 collines antiques de Rome. Les biographes anciens, tels que Suétone, ont écrit sur une salle à manger rotative dans les biographies des souverains romains, la Senatio Rotunda, la décrivant comme tournant jour et nuit en harmonie avec le ciel. Mais jusqu'à ce que les vestiges de cette salle soient découverts, ce récit n'était qu'une légende pour les chercheurs. Et selon Suétone toujours, le plafond de cette salle rotative comprenait des panneaux d'ivoire qui pouvaient coulisser pour arroser les invités de fleurs et de parfums. Alors que s'est-il passé avec Néron et son palais d'or? Eh bien, le pauvre Néron n'a pas vraiment pu profiter très longtemps de son palais luxueux. Le palais a été achevé en 68 de notre ère, l'année même où Néron a mis fin à ses jours au milieu d'une révolte. Et malgré ses grandes constructions, Néron était l'un des empereurs les plus impopulaires de Rome, connu pour sa cruauté et ses excès. Même si, il faut le dire, certains chercheurs modernes remettent en question cette image négative et soulignent ses réalisations positives comme son soutien aux arts et à la culture. Quoi qu'il en soit, le Palais d'Or couvrait près de 81 hectares, offrant des vues magnifiques sur le Forum romain et un lac qui fut plus tard asséché pour construire le Colisée. Et bien que le règne de Néron se soit terminé de manière dramatique, ses innovations architecturales, comme la salle de banquet rotative, continuent de nous étonner aujourd'hui. Uluru. Avez-vous déjà vu un rocher géant qui change de couleur? Si ce n'est pas le cas, il faudra peut-être aller en Australie où se trouve le plus grand monolithe du monde appelé Uluru. Situé dans le territoire du Nord, ce gigantesque monolithe de grès mesure 346 mètres de haut et s'étend sur environ 3,2 km de longueur et de largeur aussi. Ce rocher tout bonnement énorme domine le paysage désertique plat qui l'entoure et croyez-le ou non, Uluru était autrefois complètement sous l'eau il y a environ 500 millions d'années. Les plaques terrestres en mouvement et la pression accrue ont formé ce rocher géant et il est entièrement composé de grès, c'est pourquoi il n'y a pas de terre dessus. Et l'un des aspects les plus fascinants d'Uluru est sa capacité à changer de couleur tout au long de la journée en raison des reflets du soleil sur ses minéraux. Il peut passer de l'orange au rouge au violet, ce qui en fait un sujet favori pour les photographes. Et devinez quoi, Uluru signifie grand galet et revêt une immense importance spirituelle et culturelle pour les tribus aborigènes de la région. Les légendes locales disent qu'Uluru a été créé par des êtres ancestraux pendant le temps du rêve, une période où des êtres divins auraient façonné la terre et créé la vie. Selon la légende particulière, une bataille entre 2 tribus pour une belle femme lézard a provoqué la montée de la terre en chagrin, formant Uluru. Mais chaque partie d'Uluru a sa propre histoire de création. Par exemple, le côté sud est censé avoir été formé par une guerre entre des serpents venimeux et des pitons tapis. Le côté nord-ouest cependant aurait été créé par les Mallas, le peuple Wallaby-lièvre. Et qui étaient-ils? Eh bien, les mythes aborigènes disent que les Mallas étaient des êtres ancestraux représentés sous forme de Wallaby-lièvre, des petits marsupiaux trouvés en Australie. Toutes ces histoires et les sites sacrés autour d'Uluru sont transmis de génération en génération, reliant le peuple aborigène à leur terre et à leur histoire. Et lorsque les explorateurs européens sont arrivés en Australie, en 1788, ils ont pris possession de nombreuses terres aborigènes et sites sacrés. En 1873, l'explorateur britannique
William Gosse, a été le premier non-aborigène à voir Uluru et il a nommé le monolithe Ayers Rock en l'honneur du secrétaire en chef de l'Australie méridionale, Sir Henry Ayers. Le site deviendra par la suite une attraction touristique très populaire, mais cela a souvent conduit à des comportements irrespectueux de la part des visiteurs, qui escaladaient le rocher, un sacrilège pour les aborigènes, et qui en plus y laissaient leurs ordures. Mais en 1985, le gouvernement australien a changé d'avis et a rendu la terre à ses propriétaires légitimes, le peuple Anangu. Ils ont même officiellement changé le nom du parc en parc national Uluru Kata Tjuta en 1995. Et enfin, le 26 octobre 2019, l'escalade d'Uluru a été interdite par respect pour la culture aborigène. Mais visiter Uluru ne se résume pas seulement à voir un très grand rocher. C'est l'expérience d'un paysage culturel vivant. Le peuple Anangu vit dans la région depuis au moins 30 000 ans et leurs traditions et histoires sont profondément liées à la terre. La vallée des boules. Dit comme ça n'inspire rien de bon, et pourtant. Ce site mystérieux, aux obélisques de Mangistau, une région du Kazakhstan, abrite certaines des sphères de pierre les plus énigmatiques jamais trouvées. Mais comment ont-elles été formées? La première chose qui frappe à propos de ces sphères de pierre est leur rondeur parfaite et leur surface très lisse. On dirait presque d'énormes billes. Certaines ont même des motifs complexes et des intérieurs creux, ce qui laisse penser à un savoir-faire habile et une technologie très avancée. À supposer d'abord qu'elles aient été créées par des humains. Mais si c'était le cas, comment les anciens auraient-ils pu fabriquer cela sans outils modernes et d'où viennent-elles? Eh bien, il y a quelques théories. Certains pensent qu'elles sont simplement des formations naturelles façonnées par le vent et l'eau sur des millions d'années. Mais pour certains, il est tout bonnement impossible que la nature puisse créer des formations si parfaitement sphériques. Tout le monde n'est pas vraiment convaincu. Malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de pistes scientifiques pour expliquer ces sphères très bizarres. Et malgré de nombreuses expéditions et études, les chercheurs sont toujours perplexes. La vallée des boules est un endroit difficile à explorer, niché dans le désert avec des conditions météorologiques plus que difficiles. De plus, l'accès au site est restreint, ce qui rend quasi impossible des recherches scientifiques en bonne et due forme. Mais alors, comment apprendrons-nous jamais la vérité? Heureusement, avant que la vallée des boules ne soit restreinte, des chercheurs ont réussi à analyser quelques sphères. Il s'avère qu'elles sont faites de granit, de basalte ou de grès. Mais ce n'est que la surface du problème. Nous n'avons toujours aucune idée de qui les a fabriquées, pourquoi elles ont été fabriquées, ou même quand elles ont été fabriquées, à supposer qu'elles aient été entre guillemets fabriquées. Pour l'instant, toutes sortes de méthodes ont été utilisées sur des échantillons pris sur le site. De l'analyse géologique à la datation au radiocarbone, mais pour l'instant, le mystère reste complet. La cité Maya perdue. Récemment, une cité Maya perdue a été redécouverte. L'archéologue Ivan Sprite a passé près de 30 ans à découvrir des cités mayas dans la péninsule du Yucatan au Mexique. Sa dernière découverte est une ancienne cité appelée Ocomtun, ce qui signifie colonne de pierre en maya yucatèque. Ce lieu, caché au cœur de la zone de conservation écologique de Balamkou, présente de nombreuses structures pyramidales de plus de 15 mètres de haut. On pense qu'elle a été habitée entre 600 et 800 de notre ère. Sprite et son équipe se sont servis de la technologie LIDAR, un scanner laser durant l'été 2023 pour trouver des structures artificielles dans la jungle très dense. Après avoir reçu les images LIDAR, ils ont traversé près de 60 km de végétation dense pour atteindre le site. Et ce qu'ils ont trouvé était tout bonnement stupéfiant. Ils ont découvert une cité monumentale construite sur une grande hauteur avec des pyramides, des colonnes de pierre, des hôtels, des places et même un terrain pour l'ancien jeu de balle maya, le Poctapoc. La cité couvrait plus de 50 hectares avec une seule acropole s'étendant sur 80 mètres, surmontée d'une pyramide de 25 mètres de haut. À moins d'avoir vécu sous une roche, vous savez que les Mayas étaient l'une des plus grandes civilisations de l'hémisphère occidental, régnant sur une grande partie de l'Amérique centrale entre 200 et 900 de notre ère. Ils étaient des astronomes, des mathématiciens et des scribes incroyables, créant des enregistrements détaillés des événements célestes. Ils ont inventé d'eux-mêmes le concept de zéro et développé un calendrier plus précis que le calendrier julien utilisé à l'époque en Europe. Ils ont également conçu un système d'écriture des 300 avant Jésus-Christ, probablement inventé le chocolat, le premier jeu de balle au monde et le caoutchouc. Je me demande quel goût avait le chocolat des Mayas. Leurs cités comme Tikal et Copan présentaient des temples pyramides très imposants et étaient des merveilles d'architecture en pierre.
Mais alors, qu'est-ce qui rend Okomtun si unique? La position stratégique de la cité et ses caractéristiques architecturales suggèrent qu'elle était un centre politiquement très important, entouré de zones humides, fournissant un environnement durable pour ses habitants. Sprite croit même que la découverte d'Okomtun éclaira sur les raisons pour lesquelles les communautés mayas ont migré de la côte vers l'intérieur des terres et ce qui a conduit à leur effondrement soudain autour du Xe siècle. Malgré leur avancée, la civilisation maya a mystérieusement commencé à décliner au 8e et 9e siècle. Les chercheurs ont débattu pour savoir si la guerre, les sécheresses, l'épuisement des sols, le changement climatique ou une combinaison de facteurs ont causé ce déclin. Okomtun, comme de nombreuses autres cités mayas, a été abandonnée, mais pas avant que ses habitants n'adaptent les bâtiments à leurs besoins changeants en période de crise. Avec chaque nouvelle découverte comme cette nouvelle cité, nous nous approchons de la compréhension de ce qui étaient les Mayas et de ce qui a conduit à leur mystérieux effondrement. Et ces hiéroglyphes très mystérieux retrouvés dans un temple égyptien remettent en question notre passé. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.